voudrais vous parler maintenant du cerveau et du bilinguisme ou du plurilinguisme et vous donner l'exemple du bilinguisme français-arabe. La recherche sur les sujets bilingues, plurilingues, connaît actuellement un développement sans précédent. Plus de la moitié de la population mondiale évolue en contexte plurilingue et la gestion cérébrale de plusieurs langues par les bilingues ou plurilingues soulève aussi des questions de recherche fascinantes. Le contexte bilingue exige du locuteur d'être en mesure de choisir une des deux langues en maintenant les intrusions de la seconde à distance, de les mélanger si le contexte leur permet et de changer de langue lorsque la situation le demande. La gestion des langues requiert donc des mécanismes de contrôle, de sélection, de maintien et de changement qui permettront de maintenir active la langue sélectionnée tout en inhibant l'autre. Rappelons que la psycholinguistique définit le bilinguisme comme l'utilisation régulière de deux langues, mais loin d'une définition normative qui considérerait que le bilingue a développé des compétences parfaites et équivalentes dans les deux langues, ou a acquis ces deux langues dans la petite enfance, les études tentent au contraire de prendre en compte la diversité des populations de bilingues. Parmi l'ensemble des facteurs caractérisant les locuteurs bilingues, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'âge d'acquisition et aussi à la dominance. L'âge d'acquisition fait référence à l'âge auquel le locuteur a appris la deuxième langue. On peut distinguer les bilingues précoces, qui ont acquis la deuxième langue donc avant l'âge de 5-7 ans, et les bilingues tardifs, qui l'ont appris plus tardivement dans l'enfance. La dominance dans une langue est un phénomène complexe, qui se rapporte à la fois à la compétence des locuteurs, à différents niveaux linguistiques, fluence, richesse lexicale, connaissance morphosyntaxique, jugement de grammaticalité, connaissance pragmatique, etc. Mais également au contexte d'utilisation de ces langues, familiales, professionnelles, en contexte oral ou écrit uniquement. La notion de dominance est également liée à celle de la fréquence d'utilisation. Un locuteur qui possède des compétences équivalentes dans les différents niveaux linguistiques et les différents contextes d'utilisation est dit bilingue équilibré. Un locuteur qui ne posséderait pas les mêmes compétences, comme c'est le cas pour la majorité des bilingues, est dit bilingue dominant, dans le sens où une langue est plus dominante que l'autre. L'hypothèse d'un mécanisme propre au locuteur bilingue lui permettant de contrôler l'accès au lexique en activant ou désactivant l'ensemble du code linguistique non désiré a, dans un premier temps, été envisagée. N'ayant jamais été vérifié clairement d'un point de vue neuroanatomique et neurofonctionnel, les chercheurs ont émis une seconde hypothèse sur l'existence d'un mécanisme non spécifique à un usage purement linguistique, mais sollicitant plus généralement le système exécutif. Cette idée a considérablement contribué à rapprocher les recherches sur le contrôle des langues avec celles sur l'alternance des tâches qui impliquent des processus a priori similaires. La méthodologie expérimentale majoritairement utilisée pour individualiser et comprendre le fonctionnement du mécanisme de contrôle est de mettre le sujet en situation de sélection, de maintien et de changement de tâche et de mesurer les coûts cognitifs associés au traitement de ces actions. Lorsqu'un locuteur bilingue élabore un message, les deux codes linguistiques se retrouvent systématiquement en compétition. Et cela, même s'il existe une dominance d'une langue sur l'autre. Lorsqu'un locuteur a besoin d'utiliser sa langue deuxième, non dominante, il doit très fortement inhiber sa langue numéro 1, dominance, afin d'éviter les intrusions. Lorsque le locuteur doit passer de nouveau à sa langue 1, celle-ci doit être activement désinhibée. Ainsi, plus le code est dominant, plus il doit être inhibé lorsqu'il n'est pas utilisé, et plus le temps de réponse et son coût associé seront importants lors du rebasculement vers ce code dominant. Depuis une quinzaine d'années, l'idée d'un mécanisme non spécifique à la gestion des codes linguistiques chez les bilingues, prenant appui sur le système exécutif, s'est renforcée grâce aux recherches étudiant l'impact du bilinguisme sur le renforcement de ce même système. De nombreuses études ont testé les enfants, des jeunes adultes et des personnes âgées bilingues dans les différentes conditions expérimentales, évaluant ainsi leurs performances exécutives, majoritairement dans les tâches faisant appel aux capacités d'inhibition et, dans une moindre mesure, à d'autres processus tels que la flexibilité cognitive. Bien que les résultats de ces travaux soient souvent disparates, l'hypothèse retenue par une majorité de chercheurs est que la capacité des locuteurs bilingues à inhiber la langue non sélectionnée créerait une sorte d'entraînement cognitif qui viendrait améliorer le fonctionnement exécutif de manière générale et contribuerait à la réserve cognitive, c'est-à-dire améliorerait la capacité des locuteurs à résister aux dommages liés à une dégénérescence cérébrale. Cette hypothèse est depuis peu examinée dans le contexte du vieillissement normal ou pathologique, et les données comportementales et neurobiologiques sembleraient montrer un effet modérateur du bilinguisme sur le déclin des fonctions exécutives. Cependant, si de nombreuses études suggèrent un effet facilitateur du bilinguisme sur la performance exécutive, les composants du système exécutif les plus sensibles à cet effet ne sont pas encore clairement identifiés.
L'inhibition qui permet de désactiver le code inadéquat a souvent été mise en avant comme étant le processus bénéficiant le plus de l'avantage bilingue. Dans une moindre mesure, l'étude de la flexibilité cognitive qui permet le passage d'une langue à une autre a également montré des différences entre monolingue et bilingue. Et les études neurocognitives et récentes, en relation avec les travaux sur la perception, la mémoire et l'attention, ont démontré une neuroplasticité permanente du cerveau adulte dans l'apprentissage du langage qui aurait pu être imaginé il y a quelques années. Le développement des neurosciences cognitives depuis les années 90 et l'utilisation des méthodes de neuroimagerie, qui ont progressé très rapidement, ont révélé une organisation plus complexe et plus distribuée des fonctions langagières dans le cerveau. Ainsi, les sujets ayant une maîtrise élevée de leur bilinguisme activent les mêmes zones cérébrales quelle que soit la langue qu'ils parlent ou écoutent. Au contraire, ceux qui maîtrisent moins bien la seconde langue activent des zones différentes, et ce davantage en compréhension qu'en production. Du point de vue fonctionnel, une découverte fondamentale réside dans le fait que les deux langues apprises sont constamment activées et disponibles. Pour prévenir les interférences, des activités de contrôle exécutif, inhibition, attention sélective, rapidité de changement sont nécessaires et assurées par un réseau de structures impliquant le cortex préfrontal. Ce réseau est mis en place très précocement chez les bilingues simultanés. Et des recherches ont montré que les bilingues âgés de 5 à 9 ans réussissent mieux que les monolingues dans les tâches métalinguistiques où il faut décider que la grammaire est correcte en dépit d'une absence de sens de la phrase, ce qui est difficile à cet âge où le sens est un puissant attracteur. De nombreuses tâches cognitives impliquant des indices conflictuels ou des changements de règles d'un essai à l'autre sont maîtrisées plus précocement par les enfants bilingues que par les monolingues. Pour conclure sur le bilinguisme, celui-ci a en outre des effets neurocognitifs tout au long de la vie, contribuant donc à contrecarrer le déclin du volume de la matière grise au cours du vieillissement. Et l'hypothèse serait que l'expérience bilingue prolongée maintiendrait l'intégrité de la matière blanche, notamment dans le corps calleux, liaison donc entre les deux hémisphères, et aussi une connectivité fonctionnelle plus distribuée dans les régions frontales que chez les monolingues. Les mécanismes neuronaux qui sous-tendent cette protection sont encore largement méconnus, de même que l'on ignore si la pratique de plusieurs langues pourrait accroître cette protection. L'étude de la neuroplasticité en fonction de l'acquisition bilingue prône en faveur d'un enseignement précoce des langues, en même temps qu'elle fournit une fenêtre sur le caractère adaptatif du cerveau humain et de la cognition. Attardons-nous maintenant sur le bilinguisme français-arabe, au Liban, qui est un essai d'anthropologie culturelle de Selim Abou. Je vais le citer. Définir un phénomène humain, c'est le rapporter aux diverses sciences dont il est susceptible d'être l'objet et chercher dans quelle mesure chacune de ces sciences rend compte de son essence et dans quelle mesure elle est apte à le conceptualiser, à en donner un énoncé satisfaisant. Ainsi, le linguiste, le psychologue, le sociologue, le neuroscientifique, maintenant, s'attachent à analyser chacun les facteurs qui relèvent de sa discipline. Mais le bilinguisme se présente comme le double langage à travers lequel le sujet, individu ou groupe, exprime paradoxalement sa personnalité unique. Et Selim Abou donc de spécifier que l'anthropologie culturelle se doit de saisir donc, cette notion du bilinguisme comme un phénomène humain proprement dit. Et pour cet auteur donc, seule l'anthropologie, du fait qu'elle considère l'expérience en liaison constante avec le sujet qui la vit, est apte à conceptualiser le bilinguisme. Pour ce qui est des populations bilingues, d'autres problématiques émergent. Qu'est-ce qui nous permet de parler de population bilingue ? Quel pourcentage d'individus pratiquant deux langues dans un groupe ou dans un pays doit-il compter pour qu'on le juge fondamentalement engagé dans une situation bilingue ? De même, comment distinguer le bilinguisme ou le multilinguisme familial, le bilinguisme social, le bilinguisme scolaire? Et ces formes peuvent présenter des variétés et des combinaisons multiples. Et donc l'auteur de conclure, il n'y a pas un, mais des bilinguismes, et le point de vue de l'anthropologie est celui de la totalité culturelle. Donc laissons le soin aux anthropologues, aux ethnologues, d'étudier le langage à la fois comme une institution et aussi comme instrument, comme symbole de la communauté et comme système de symboles dont la signification est identique à la culture de la communauté. Quant à la culture, elle commence là où se réalise une intégration subjective de la civilisation. Le bilinguisme est, de par sa seule différence avec le monolinguisme, qui est la norme du langage humain, est ce qui pose en soi un conflit de personnalité formelle. Et Selim Abou de proposer alors la définition suivante: le bilinguisme est la mise en présence de deux langues, de telle sorte qu'il en résulte un ensemble d'interférences linguistiques, phonologiques, psychologiques, sociologiques, susceptibles de déterminer un conflit de langage et donc de personnalité. Mais il en va du bilinguisme comme de tout contact de culture en général. Le conflit provoqué effectivement par un contact de langue est à la mesure de la profondeur à laquelle il est vécu par le sujet. Donc à méditer.